C'est un tournant majeur dans la modernisation de cadres de formation en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 27 janvier 2026 à l'inauguration de nouveaux bâtiments modernes de l'université de Kananga. Attendu depuis plusieurs décennies, cette infrastructure de pointe désormais flairon de l'enseignement supérieur. Le Cassé central. On commence ces journaux avec Fanny Kikoufi, Bienvenue Kabamba, Eric Nemalemba et Romain Mouta. C'est une effervescence particulière vécue ce mardi 27 janvier sur la colline de Katambaye de la périphérie de la ville de Kananga. Ce qui était jusqu'ici un village est transformé en un campus universitaire en l'espace de 3 ans. Fidèle à sa vision de bâtir des infrastructures modernes pour la formation des futurs cadres, le président de la République est venu personnellement inaugurer cette œuvre qu'il a réalisée en faveur de la jeunesse. La cérémonie a été ponctuée par une série de prises de parole. En premier, le gouverneur de province a salué la matérialisation de cette promesse présidentielle. Ce chef-d'œuvre va marquer l'histoire de cette province. La représentante des étudiants a porté la voix de ses collègues pour remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a hissé l'université de Kananga au niveau des grandes autres institutions universitaires. À son tour, le recteur a exprimé sa gratitude avant le discours dans le même sens de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Il ne nous semble pas superflu, Excellences, Messieurs le Président de la République, de vous rappeler qu'aucun de vos prédécesseurs n'a posé un tel acte dans notre pays. Vous êtes exceptionnels et vous méritez plus que nos applaudissements. Vous méritez notre de gratitude et notre adhésion inconditionnelle à votre vision politique. Avec le sentiment du devoir accompli, le président de la République a coupé le ruban symbolique, marquant ainsi l'ouverture de cette université. Le chef de l'État a pris son temps pour visiter chacun des compartiments. Les nouvelles infrastructures de l'université de Kananga sont constituées d'un grand bâtiment administratif avec 72 bureaux, des blocs de 16 auditoires de 200 places chacun pour accueillir 3500 étudiants en une vacation. Ce nouveau campus comprend aussi 3 blocs résidentiels d'étudiants avec une capacité cumulée de 600 étudiants. 2 grandes bibliothèques physiques et numériques et 14 laboratoires sont aménagés pour la recherche et la documentation. L'UNICAN est aussi doté de 2 sources d'énergie, un champ photovoltaïque produit 330 kVA d'énergie et un couple électrogène de la même capacité. L'inauguration de ce campus universitaire va sensiblement améliorer la formation des cadres dans cette province réputée centre du savoir. Et voici à présent les avis de quelques personnes qui ont assisté à la cérémonie. Le commentaire, c'est que le président Fachi Béton il bâtit réellement. Là, nous avons devant nous des infrastructures dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'enseignement supérieur. Ça, c'est une série d'universités que nous allons inaugurer. Le président de la République qui fait aujourd'hui mieux qu'avant, c'est-à-dire avant son arrivée, il y avait 3 universités, mais jusque l'année prochaine, nous aurons 20 universités modernes à l'instar de cette université de Kananga. Un bijou ici, un très grand bijou fait pour notre population du Cassé central. Vraiment, grand merci à notre cher président de la République pour ces bijoux qu'il nous a offerts. En tout cas, il faut très bien considérer ces bijoux. Moi, je peux dire, si possibilité il y a, créer une société qui doit tout le temps entretenir ces beaux bijoux. Une journée symbole, une journée particulière qui scelle la livraison des ouvrages à caractère moderne pour contribuer au savoir, contribuer à la connaissance, mais aussi au développement. C'est ici l'occasion de rappeler
la matérialisation d'une vision de développement fondée sur le savoir que le président de la République fait exécuter à travers la République. Donc cette journée, cette inauguration inaugure en même temps une vision à laquelle nous avons tous adhéré. La création de cette université, c'est une manifestation claire de la vision du chef de l'État pour le développement non seulement du Kasaï central, mais de la République démocratique du Congo. La création de cette université, c'est un frein à la migration des jeunes vers d'autres provinces, vers d'autres villes ou vers d'autres pays. La création de cette université doit constituer pour la jeunesse de cette province une forme de représentation en ce qui concerne la recherche pour le sol, le sous-sol et les cours d'eau de notre province. Longtemps marqué par une praticabilité précaire, l'axe reliant le Kasaï central à la frontière angolaise entre désormais dans une phase de modernisation active. Ces projets d'envergure portés par le président de la République marquent un tournant infrastructurel majeur salué par la population locale. Située au centre de la République démocratique du Congo, la ville de Kananga était jusqu'ici accessible uniquement par la voie aérienne et par voie ferroviaire à partir de Lubumbashi. Sous l'impulsion du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, deux grands projets routiers ont été entrepris dans l'objectif d'ouvrir Kananga et toute la province du Kasaï central au reste des provinces et à l'Angola. Le premier projet est celui de la route nationale numéro 1 de Kananga à Kinshasa en passant par Chikapa. Il s'agit d'un tronçon autrefois parsemé de bourbiers qui contraignait les automobilistes à passer plusieurs semaines dans ce bourbier. L'entreprise égyptienne Arab Contractor, qui a gagné ce marché, a entrepris de grands travaux tant au niveau des routes que des infrastructures anti-érosives. Les travaux avancent dans la grande satisfaction des usagers et les travaux de construction d'un autre pont sur la rivière Loloa ont débuté. En attendant son ouverture totale dans les prochains mois, cette route permet déjà de relier Kananga à Kinshasa en passant par Kikwit. Le deuxième projet est plus emblématique et historique. Pour la première fois, la ville de Kananga sera reliée au poste frontière de Kalambambouji par une route moderne et asphaltée longue de 232 km. À ce jour, le plus important a été fait, à savoir l'ouverture de tout le tronçon de bout en bout. Sur une distance d'une trentaine de kilomètres, l'entreprise chinoise a déjà procédé à la pose du bitume sur cette route à 4 voies. 4 nouveaux ponts seront aussi construits sur ce tronçon. Qualifié de la route de l'espoir, Kalambambouji est un prolongement naturel vers le corridor de Lobito. Elle devrait à coup sûr améliorer le train de vie de la population par le commerce transfrontalier. Réputée autrefois comme la route de l'impossible, la route de Kalambambouji est une matérialisation de l'engagement pris par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce projet a pris corps et les travaux sont entrés dans la phase la plus déterminante. Fin 2027, la route de l'espoir sera ouverte à la circulation et les automobilistes pourront mettre quelques heures là où il leur fallait plusieurs semaines au péril de leur vie. C'est une œuvre qui portera à jamais la signature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je l'ai annoncé à l'ouverture de cette édition. Face aux catastrophes naturelles récurrentes, le gouvernement souminois mise sur l'anticipation et la prévention. La première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a échangé à Kinshasa avec le représentant spécial des Nations Unies pour la réduction de risques de catastrophes en présence du vice-premier ministre de l'Intérieur. Une rencontre saluée comme un signal fort en faveur de la résilience
et de la protection de population. Commentaire signé Emmanuela Commissaire et Chimandondo dans un film de Pompomba et Joe Patrick Koukou. Anticiper plutôt que subir, c'est l'option assumée par le gouvernement souminois en matière de gestion des risques de catastrophe. La question était au centre de l'audience accordée ce mardi par la première ministre Judith Suminwa Tuluka à Kamal Kishore, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé de la réduction des risques de catastrophe, en présence du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. C'était question de voir dans la mesure du côté comment on peut accompagner cette nouvelle structure et comment on peut travailler dans l'ensemble, parce que la gestion des catastrophes, ce n'est pas seulement un domaine des humanitaires, mais c'est aussi pour essayer de protéger tout ce qui est comme investissement. C'est vraiment une opportunité de travailler avec la RDC, voir dans la mesure du possible comment on peut faire à ce qu'il y ait une résilience autour des problèmes que connaît les pays, un pays aussi autant riche en termes de ressources, mais aussi un pays exposé à des catastrophes. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a réaffirmé l'engagement du gouvernement à déployer cette politique avec l'appui technique et financé de partenaires internationaux. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, sous le leadership de son Excellence Madame la Première ministre, reste très engagé dans la thématique de gestion des risques et catastrophes. Donc cela démontre que non seulement la volonté politique y est, mais l'accompagnement y est, ce qui fait que dans un avenir très proche, nous arrivons à atteindre les objectifs, à relever les défis, surtout de la prévention de cette problématique des risques, ne pas rester toujours à répondre sur le coût des catastrophes, mais à prévenir et à amener notre population à être plus résiliente dans la gestion de ces risques de catastrophes. La première ministre a pour sa part insisté sur le renforcement des systèmes d'alerte précoce, de la prévention et de la coopération internationale, rappelant que l'assainissement des villes et la gouvernance environnementale demeurent des priorités pour protéger durablement les populations. Allez, on change carrément de registre. Le paiement des agents publics dans le coin difficile d'accès, ainsi que d'autres sujets liés à l'amélioration de la prise en charge de la paie des agents de l'État, s'ils sont là. Le point essentiel dans les échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et le directeur général de la Caisse d'épargne du Congo, Cadeco, Nadine Kilosho, Cédric Elena et Moké Malouma pour le commentaire. Dans l'optique d'assurer la paix des agents publics de l'État sur toute l'étendue de la République et surtout dans les coins les plus reculés du pays, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a tenu une séance de travail ce mardi 10 janvier 2026 avec le directeur général de la Caisse d'épargne du Congo, Cadeco, Célestin Moukeba. Au cours de leurs échanges, des mesures stratégiques ont été prises pour permettre aux fonctionnaires de bénéficier de leur salaire à proximité sur l'ensemble du pays avec le concours de la Cadeco. Nous avons échangé autour de la question de la prise en charge des fonctionnaires à travers la paie dans tout le pays et surtout la particularité de la Cadeco est que nous sommes présents dans les points et recoins de la République démocratique du Congo. Je crois qu'on a montré la cartographie de notre présence et on a exploré les axes de collaboration afin de venir au secours aux fonctionnaires qui des fois peinent parcourant 100, 200 km pour toucher leur salaire. Je pense que la Cadeco est à même aujourd'hui d'accompagner ces genres de problématiques. Bénéficiant d'un réseau étendu dans les coins et recoins de la République, grâce à ces services, la Cadeco devra favoriser la paie des fonctionnaires dans les zones à accès difficile, non couvertes par les banques. La Cadeco est présente dans près de 30 localités où il n'y a aucune banque. Donc on est vraiment l'institution qui se veut d'être la banque de proximité, la banque de famille, la banque du coin. L'avantage que j'ai remarqué, c'est que la fonction publique a fait un pas de plus dans la numérisation des fonctionnaires qui faciliterait ces prises en charge que nous pouvons apporter, nous, en tant que Cadeco. Avec cette initiative, le gouvernement congolais démontre sa ferme volonté de garantir la paie des fonctionnaires de l'État sur l'ensemble du territoire national. Et puis dans l'actualité également, poursuite de l'opération de recensement de petits commerces
du secteur informel. La troisième vague de la formalisation de masse des acteurs du secteur informel a débuté depuis le lundi 19 janvier dernier. 13 communes ont reçu les enquêteurs du ministère de l'économie nationale. Cette formalisation est bien accueillie par le bourgmestre et les administrés. Au départ. Opération de formalisation des opérateurs des petites et moyennes entreprises évoluant dans l'informel, la troisième vague a débuté avec la commune de Kalamou qui a reçu la délégation du ministère de l'économie nationale. Après les briefings avec l'équipe des enquêteurs, le bourgmestre de la commune de Kalamou s'est adressé à sa population. Service d'économie nationale. Vous devez recevoir et soutenir les agents du service de l'économie nationale. Ils viennent vous aider pour vous faire identifier, pour vous placer sur la liste du secteur formel. C'est pour votre intérêt. Sur le terrain, les agents enquêteurs ont commencé par le marché Goméry. Ils ont aussi pris en charge les acteurs informels qui exercent leurs activités sur les rues environnantes de ces marchés. Après Kalamou, les communes de Kassavubu, Ngiringiri et Bumbu ont suivi. Le premier citoyen de ces municipalités ont adhéré à l'opération dénommée Bibimisa po Osungama. Ce recensement est très important pour faire connaître afin de bénéficier des avantages du gouvernement. Les enquêteurs de l'économie nationale sont arrivés chez nous à Ngiringiri. Il faut faire connaître vos activités commerciales pour que le moment venu, vous puissiez bénéficier de l'appui financier du gouvernement congolais. Une adhésion pour une action pérenne, tel est le souhait du gouvernement central par les biais du ministère de l'économie nationale pour faire profiter par cette formalisation ces petits commerçants devenus entrepreneurs des avantages prévus en faveur de tout acteur formalisé. Et puis cette affirmation, le rapport final sera déposé auprès des instances compétentes. La commission spéciale mise en place par le ministère de Mines pour évaluer la situation administrative de certains exploitants miniers artisanaux dans le Grand Katanga a clôturé sa mission. Après plusieurs jours de travaux intensifs, la commission ad hoc, constituée par le ministre des Mines, Louatoum Kabamba, a officiellement clôturé la première phase de sa mission ce lundi 26 janvier 2026 dans la province du Haut-Katanga. Cette mission a été consacrée au contrôle de la conformité administrative, juridique et technique des entités de traitement des substances minérales de la filière cupro-cobaltifère. La cérémonie de clôture, présidée par le président de la commission, Franck Fouamba, a été marquée par la présentation du rapport circonstancié, également appelé rapport d'étape. Dans son allocution, Franck Fouamba a rappelé les attentes du peuple congolais telles qu'exprimées par son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, assainir le secteur minier afin que les immenses richesses du pays profitent réellement aux filles et fils de la République démocratique du Congo. Ce sont les minéraux des Congolais qui doivent profiter aux Congolais. Et c'est ça ce que le chef de l'État a dit. On va assainir de façon que ce qui sera fait profite aux artisanaux, aux coopératives, au gouvernement provincial et au gouvernement national. Les équipes ont mené des auditions successives des entités concernées, couplées à des descentes sur le terrain et à des vérifications approfondies sur les sites des usines de traitement afin qu'aucun détail n'échappe à l'évaluation. Ces travaux ont été sanctionnés par un rapport d'étape adopté à l'unanimité, témoignant du sérieux et du professionnalisme ayant caractérisé cette mission. Présentation ce mardi à l'Université nationale de sciences de l'information et de la communication de nouveaux membres du comité. Au sein de cette institution d'enseignement supérieur, un échange de vœux a eu lieu en présence de responsables de l'université. Patricia Bungo était là pour vous. Des temps forts de la cérémonie du jour, l'on retient la présentation des nouveaux membres du comité de gestion de l'Université nationale des sciences de l'information et de la communication par le professeur Philippe Tonda. S'en suivra le mot de la rectrice de cet établissement, la professeure Espérance Baedila. Ces jours augurent une nouvelle ère à l'université. Diriger une université ne relève ni d'un simple exercice administratif,
ni d'une gestion ordinaire. Il s'agit d'assumer une responsabilité intellectuelle, morale et institutionnelle à l'égard de la société tout entière. L'université doit demeurer un lieu à part, rigoureusement distinct de la cité et de la famille, où se forment des hommes et des femmes capables de penser, de créer et de servir la société avec discernement. L'assainissement de l'UNICIC repose sur la rigueur des programmes, la qualité de l'enseignement, la crédibilité des évaluations, la compétence et la performance des animateurs de structures, ainsi que la vitalité de la recherche scientifique. Cet événement a connu la participation de la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elenge Nyembo, ainsi que plusieurs invités des marques. La rencontre de ces jours a été marquée également par la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux, un moment de lien entre les enseignants de cette université. Pour mortaliser cet instant, la photo de la famille a été prise. Développer la RDC avec l'expertise de ses génies, oui, si possible, à l'unanimité, le participant à la conférence organisée par le comité de gestion de l'ISTEM Kinshasa l'ont confirmé. Thème développer la place du cerveau, l'intelligence humaine et la recherche scientifique. Regardez. Placer les cerveaux d'intelligence humaine mieux, la recherche scientifique et l'innovation technologique en priorité des priorités, c'est promouvoir le développement de la RDC. Pour le professeur Gilbert Kabanda Kourega, orateur principal de cette matinée scientifique et ministre honoraire de la recherche scientifique, la RDC a la capacité d'assurer la prise en charge scientifique et technologique de son développement en s'appuyant sur ses génies. C'est donc l'essence à donner au serment que l'on fait tous les jours dans l'hymne national, à savoir « Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant ». Il y a des fruits de la recherche scientifique que j'ai découverts. Nous devons continuer à aller chercher et à en créer de nouveaux. Et je vous jure que si nous mettons le cap sur la promotion de ces fruits, dans 5 ans, le Congo va étonner. La plus heureuse de cette matinée scientifique d'éveil des consciences, la professeure Joséphine Ntumba Kankolongo, directrice générale de l'ISTEM Kinshasa. Sans la recherche scientifique, on ne peut pas prétendre bâtir un pays plus beau qu'avant. À l'époque, ce qui était plus mis en avant, c'était l'enseignement. Mais maintenant, nous mettons en avant la recherche et le service à la communauté. Le président du Conseil scientifique national, le professeur Piana Chimankinda, a mis un accent sur la contribution des sciences exactes appliquées dans le développement. La recherche demande beaucoup de moyens. Et ce que les gens font même sans moyens, il faut l'encourager. Ces pays, il n'y a que nous qui pouvons les développer. Il n'y a que la recherche scientifique qui peut développer ces pays. Les participants à cette conférence sont sortis satisfaits et édifiés. Autre grand titre de ce soir, fini le calvaire pour la population de la commune de Lansele et en général pour le district de la Tchangou qui ne va plus traverser de kilomètres pour souffrir un soin de santé de qualité. HJ Hospital vient d'ouvrir ses portes dans cette partie de la capitale Kinshasa, fonctionnant 24 heures sur 24. Ces nouveaux établissements hospitaliers disposent déjà de plusieurs services opérationnels, notamment l'hospitalisation et la maternité. Eric Abamba. Les coûts élevés des soins de santé et l'insuffisance d'infrastructures sanitaires ont longtemps privé de nombreux Congolais d'un accès équitable à des soins de qualité. Une réalité que le gouvernement congolais s'emploie à corriger à travers le vaste programme de couverture santé universelle initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans cette dynamique, HJ Hospital vient d'ouvrir ses portes dans la commune urbano-rurale de Lansele, renforçant ainsi l'offre de soins dans la partie est de Kinshasa. Fonctionnant 24 heures sur 24, ces nouvelles établissements hospitaliers disposent déjà de plusieurs services opérationnels, notamment l'hospitalisation, la maternité, la chirurgie, la pédiatrie, la médecine interne, la gynécologie obstétrique ainsi que l'imagerie médicale. Grâce à cette implantation stratégique, les habitants du district de la Tchangou n'auront désormais plus à parcourir de longues distances pour bénéficier des soins de santé de qualité. Les attentes de l'inspection, c'est d'être toujours dans les règles et dans les normes.
de tout ce qui s'est fait par rapport aux soins de qualité de la population. Pour le médecin directeur, le docteur Joseph Bangambe, l'objectif est clair, rapprocher les services de santé de la population afin de sauver davantage de vies. Nous avons tenu compte de la qualité des soins, du niveau de vie de chaque commune. C'est-à-dire, nous sommes en train d'amener le soin de qualité vers toutes les couches de la population, comme c'est le souci du gouvernement de la République. Dans la même lancée, HJ Hospitals annonce l'ouverture dans le tout prochain jour d'un nouveau centre de diagnostic médical dans la commune de Massina, confirmant ainsi sa volonté de contribuer durablement à l'amélioration du système de santé en République démocratique du Congo. En province, tracasserie des entrepreneurs artisanaux miniers en Ituri. Le défenseur des droits de l'homme s'insurge contre cette pratique. Le président du conseil d'administration de la fondation, Kinalegu, dénonce ces phénomènes devenus récurrents dans cette partie du pays. Regardez. Les propriétaires de mines seraient victimes de tracasseries des hommes en uniforme. Dans l'Ituri, plus précisément à Bafouambaya, une bourgade de cette partie de la République démocratique du Congo qui régorge de l'or, a dénoncé Florentin Kinalegu, président du conseil d'administration de la fondation qui porte son nom. Tozalaki saisi na bureau na biso na dossier ya monsieur Massoudi et Mehdi. Nous avons été saisis par la population au sujet des tracasseries dont est victime la population dans cette partie du pays. Les propriétaires de mines d'or ont été arrêtés et empêchés de vaquer à leurs occupations, c'est-à-dire l'exploitation de leurs mines d'or. Une pratique que nous dénonçons avec la dernière énergie. Dans un état de droit, au chef de l'État Zobundela. Selon certains témoignages des propriétaires de mines, se sont vus ravir leur site de travail, rapporte la même fondation. Ces dernières dénoncent une violation des droits de l'homme et invitent les autorités compétentes à s'impliquer, histoire de rétablir les entrepreneurs artisanaux miniers dans leurs droits. Elle exige aussi de mesures drastiques pour mettre fin à ces pratiques et protéger le droit des propriétaires de mines dans cette partie de la RDC. Désormais, plus de 900 élèves du lycée Siama à Kikwiti dans la province du Kwilu auront accès à l'eau potable. Les anciens élèves de ces lycées réunis au sein de la structure Siama 74 en sur-demande de sœurs religieuses de Siama lançaient le travaux de construction de forages, un geste communautaire sous l'impulsion de la présidente de cette structure, Justine Kapaï, une démarche menée par la députée Marie-Ange Loukiana Moufankole avec l'appui du ministère du Développement rural, Bobo Anokonzi. C'est une œuvre à caractère communautaire qui vient au secours de la pépinière intellectuelle du lycée Siama à Kikwit dans la province du Kwilu. Les anciens élèves de cette école, réunis au sein d'une association, Siama 74, ont pris la décision de faciliter l'approvisionnement en eau potable à plus de 900 élèves de cette institution en lançant les travaux de construction d'un forage avec l'appui du ministre du Développement rural, Grégoire Moutombe, par le biais de prises. Une véritable solution pour ces élèves qui parfois se réveillent tôt et parcourent des kilomètres pour s'approvisionner, faisant souvent la queue dans un contexte d'insécurité après la pose de la première pierre. Il y a quelques mois, Siama 74, sous l'impulsion de sa présidente Justine Kapaï, la démarche ont été menées avec détermination par l'honorable Marie-Ange Loukiana Moufankolo et le secrétaire général émérite Angélique Inzoun, avec l'appui du groupe restreint de suivi. L'objectif ici est de permettre à ces enfants d'étudier dans de bonnes conditions, loin des risques liés aux maladies hybrides et à l'insécurité. Les principaux bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. L'association prévoit en outre d'intensifier ses descentes sur place pour des conférences et des causeries morales afin de partager leur expérience avec les lycéennes. Et ces forages bénéficiera également aux riverains de la mission Siama. À noter, dans sa vaste campagne d'offrir ces lycéennes un cadre adapté pour leurs études, Siama 74 a lancé l'installation en 2024 des panneaux photovoltaïques pour l'éclairage solaire de leur école, notamment pour leur offrir un environnement éclairé pour leur lecture. Et puis ces titres avant de noter le général Peter Chirimouani, ancien gouverneur du Nord Kivu, a été tué il y a de cela un an en toute intimité. La famille est allée lui rendre hommage au cimetière Repos du soldat à Ntsele.
Un an depuis que mourait le général Peter Chirimwami, alors gouverneur militaire du Nord Kivu. Son combat continue de retentir dans le cœur et marquer les esprits des Congolais, mais plus encore ceux de membres de sa famille biologique. En ce mois de janvier 2026, mois de souvenirs macabres, en toute intimité, les frères aînés, les enfants orphelins et la veuve du défunt se sont souvenus du rôle crucial que jouaient leurs frères et papa au sein de la famille et pour l'ensemble de la nation congolaise, surtout dans la partie est, dans le Grand Kivu, où il a combattu jusqu'au sacrifice suprême. Au cimetière militaire, repos du soldat dans la commune de Lancélé, où repose son âme, les hommes de Dieu, en collaboration avec la famille, ont organisé une cérémonie de prière et d'hommage pour déclarer la rupture de tous les liens, aussi bien spirituels que physiques, entre la famille vivante et le défunt, conformément à la recommandation du Seigneur. Les frères aînés du général, qui s'est substitué en véritable géniteur et l'a élevé depuis l'enfance jusqu'à l'âge de la majorité et des responsabilités, portent toujours le deuil en lui. Il reste inconsolable. Les enfants, pour eux, la bravoure de leur père, le général Chirimwami, a laissé des traces indélébiles pour la famille et pour la nation congolaise tout entière. Nous avons beaucoup de souvenirs de notre papa. Nous retenons plus, ce sont les valeurs qu'il nous a laissées, le respect envers ses semblables et la loyauté à la nation et envers son peuple. Au nom de la famille, nous disons merci à son Excellence, Monsieur le Président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette occasion a été mise à profit par les enfants pour mentionner une marque de gratitude envers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la considération et la reconnaissance des exploits de leur père jusqu'à l'élever à titre posthume au rang des héros nationaux Kabila Lumumba. Allez, merci à vous qui nous suivez depuis Binja Telecom dans la commune de Ngalema. À toutes et à tous, bonne soirée et à demain.